Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse. Aujourd'hui, on va parler QI et vacances et on va essayer de comprendre un petit peu comment un buzz sur les réseaux sociaux peut être responsable de mésinformation médicale. Avant qu'on aille regarder les petites vidéos sur l'internet, je vais peut-être refaire le point sur l'actu à ne pas rater la semaine prochaine. Alors, en fait, la semaine prochaine, on a une nouvelle émission de l'eau dans le gaz. Ce mois-ci, on en a 2, donc c'est un peu exceptionnel et c'est plutôt chouette, je suis plutôt contente. Donc, cette semaine, ce mois-ci, on a 2 intervenants dans l'émission. Et la semaine prochaine, hop, je suis bien dessus. Du coup, comme je disais, la semaine prochaine, émission de l'eau dans le gaz. On a ce mois-ci 2 invités, 2 personnes qui viennent dans l'émission. La semaine prochaine, donc le 15 février à 15h, le jeudi, on accueille Pierre Marty de Centrale Nantes. Il est enseignant-chercheur à l'université, enseignant-chercheur à Centrale Nantes. Il est chef de projet du cluster cargo et travaille sur la décarbonation du transport maritime. Donc l'idée c'est qu'il va venir avec nous et puis on va un peu discuter de tout ce qui peut se passer en termes de recherche sur le transport maritime. Et la semaine suivante, le 20 février à 10h30, le mardi, on accueille Nicolas Mangold qui est chercheur, directeur de recherche chez NRS. Et qui viendra, lui, nous parler de Mars et de l'exploration spatiale martienne. Et là, si vous aimez un peu l'astrophysique, c'est l'occasion de poser plein de questions. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à ce moment-là. Et puis, si vous pouvez pas venir, il y aura toujours les replays qui seront disponibles sur la chaîne YouTube. Normalement, en termes de son, ça devrait être bon, je crois. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler d'un buzz qui a eu lieu la semaine dernière. Non, attendez, je regarde, c'est marqué le 28 janvier. Donc si, la semaine dernière, il y a 2 semaines. On est le 7. Et en fait, donc il y a 2 semaines, sur le plateau de Quelle époque, donc qui est une émission de société qui est animée par Léa Salamé sur France Télévisions, donc je crois que c'est sur France 2. Il y avait un invité qui s'appelle le docteur Frédéric Salzman et qui est venu faire la promotion de son livre. Faut savoir que ce docteur est, je dirais, le premier dans la catégorie livre sur la médecine. Il doit être parmi ceux qui vendent le plus de livres. Il en a vendu des millions. Et donc, il venait faire la promotion de son dernier livre, puisque c'est un petit peu le but de cette émission, c'est faire la promotion de son livre, enfin de ce qu'on produit, enfin de ses créations, et il a eu une petite sortie, enfin en tout cas dans son livre il dit qu'il prône le jeûne séquentiel, que ça favorise, donc c'est comme c'est écrit, l'acuité cérébrale. Donc apparemment, ça permettrait de développer nos capacités cognitives. Et il a aussi raconté qu'apparemment on perdrait 20 points de QI en 3 semaines de vacances. Bon, on va regarder la vidéo et après on va en discuter un peu plus parce que on va essayer de voir un peu pourquoi, qu'est-ce qui va pas dans ce qu'il dit et dans cette vidéo notamment. Je vais peut-être augmenter pour être sûr que, hop, vous entendez bien. D'abord, le jeûne séquentiel, ça rend intelligent parce qu'on sécrète une molécule BDNF qui augmente l'acuité cérébrale. Pensez à vous quand vous avez mangé un gros repas copieux. Au niveau intellectuel, c'est pas performant. Alors ça, justement, sur l'intellectuel, il y a plein de petits trucs. Il n'y a pas que le jeûne. Il y a aussi ne jamais faire de grasse mat et ne pas prendre trop de vacances. Vous dites, on devient débile. Au-delà de 3 semaines de vacances, et je dois dire que vous avez raison. En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Mais oui. Je vous dis pas le désastre. Mais pourquoi c'est votre obsession de devenir centenaire, docteur ? Mais la vie est formidable. Ça dépend dans quel état. C'est extraordinaire et en bon état. Une découverte, d'abord, le jeûne séquentiel. Bon,
quoi ça va pas. Salut Wemdi, ça va? On reviendra sur certains moments de la vidéo. Mais déjà, peut-être, en regardant cette vidéo, peut-être que les personnes qui ont vu cette vidéo se sont dit, oula, je sais pas, vous avez peut-être un radar à... J'arrive sur cette séquence de l'enfer. C'est l'introduction de notre... on vient de la regarder, c'est l'introduction de notre sujet du jour. Donc peut-être que votre radar a... Je ne vais pas dire à bullshit, s'est réveillé, il a fait dring, 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 parce que là, ça va pas du tout. Honnêtement, je crois que moi, quand j'ai vu... En tout cas, moi, la première réaction quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, faut peut-être se méfier. Il y a peut-être un truc qui va pas trop dans ce qu'est en train de raconter ce monsieur. Mais déjà, la première chose qui m'a un petit peu gênée dans cette présentation, c'est que il n'y a pas de contradiction. Cette personne vient sur un plateau de télévision de grande écoute, puisque qu'à l'époque, je pense que c'est une émission qui est assez regardée, on peut regarder les parts de marché après. Donc, qui vient sur une émission de grande écoute et qui vient raconter qui vient dire ça, donc en gros qui vient dire aux gens, si vous faites de la grasse mat, si vous partez en vacances, en gros si vous prenez du temps pour vous sans travailler, pour vous reposer, etc. Et alors en fait vous êtes clairement bête en fait, vous perdez en acuité cérébrale. Alors moi je veux bien des grasses mat, mais je peux clairement dire que le manque de sommeil joue beaucoup sur ma concentration et mes capacités intellectuelles. Ça c'est un fait. Alors on voit qu'il y a des gens sur Twitter qui sont allés chercher quelques infos. Alors c'est 2 sources, je suis allée les regarder. Alors elles sont utiles pour un petit peu apporter une contradiction à cette personne, mais en soi elles sont pas forcément très fiables. Radio-Canada et Passeport Santé, c'est pas forcément les sources les plus fiables que vous pouvez trouver sur Internet, mais elles apportent une nuance aux propos et ça, je pense que c'est intéressant. Et si on descend, il me semble que Étienne Klein, c'est un petit peu offusqué de ce qui était raconté. Qui dit le problème n'est pas qu'on dise des bêtises, tout le monde en dit à l'occasion ici ou là, il a pas tort, on raconte tous des bêtises. Mais qu'on puisse les dire de façon aussi tranquille, sans aucune contestation, donc ce que je vous disais. Les bonimenteurs se voient désormais offrir des boulevards Haussmann. Donc, plusieurs choses qu'il dit dans cette vidéo. Première chose, on peut écouter. Il dit le jeûne séquentiel favorise l'acuité cérébrale. Une découverte, d'abord, le jeûne séquentiel, ça rend intelligent. Parce qu'on sécrète une molécule BDNF qui augmente l'acuité cérébrale. Pensez à vous, quand vous avez mangé un gros repas copieux, au niveau intellectuel, c'est pas performant. Alors ça, limite, s'il nous dit pas qu'il faut qu'on arrête de manger. Mais bon, faut bien digérer. C'est sûr que notre cerveau, il travaille moins juste après avoir digéré, mais en même temps, c'est notre intestin qui est au travail, qui est un peu notre deuxième cerveau aussi. Et il me semble... Ouais, je sais. Mais tu sais, je vais lire un article après qui débunk ce qu'il a dit. Et le problème, c'est que c'est sur une chaîne de télévision qui est vachement regardée. Et du coup, le journaliste qui a écrit l'article, justement, on a fait une formation avec lui et en fait, il a travaillé pour... l'émission de la santé, je sais plus, une émission sur France TV aussi, et en fait c'est pareil là-bas alors que le sujet c'est la santé, donc et c'est une des émissions de santé, de médicale qui est la plus regardée, je crois. Donc oui, clairement c'est très très embêtant que ce soit sur France TV. Si je dis pas de bêtises, peut-être que Pauline va je sais qu'elle nous regarde, qui est dans le chat, si tu peux nous dire, la BDNF, on est d'accord qu'il y en a partout et que je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que tu m'as dit la dernière fois que BDNF particulièrement, c'était pas que lié à si on faisait un jeûne ou pas, quoi. J'attends que tu me dises, confirme ou pas. Du coup, pourquoi ? Alors, du coup, il n'y a pas de contradiction. Léa Salamé qui lui dit bien sûr, je suis d'accord, vous avez raison. Voilà. Et c'est même pas c'est quoi vos sources, c'est vous avez raison. Donc, déjà, je veux dire, quand
quand on reçoit une information, on se pose la question de, en fait, d'où ça vient, c'est quoi vos sources, pourquoi vous dites ça, quels sont les... Voilà. Alors Pauline nous dit, par rapport à BDNF, oui, comme beaucoup de molécules, ça agit dans plein de domaines différents. Donc là, en fait, il nous le présente en disant que on fait un jeûne, on sécrète la BDNF et donc du coup, ça favorise l'activité cérébrale. Ok. Voilà. Et on n'a pas plus d'informations. La vulgarisation, on est vraiment au niveau le plus bas. Moi, je suis pas spécialiste de sciences médicales, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un problème. Et puis après, donc elle nous dit, voilà, ça nous rend bête d'être en vacances. Donc en fait, il faut continuer de travailler. Et puis il annonce, voilà, de but en blanc, en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de QI. C'est très 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 précis comme donnée, hein. Et personne ne lui dit mais du coup c'est comment vous savez ça, il y a des études qui ont été faites, des études sérieuses sur plusieurs personnes, enfin voilà, quel est l'échantillon, donc je me suis dit vas-y, on va aller chercher des infos. Moi ça me paraît bizarre, et puis là c'est quand même une vidéo, alors je pense que c'est une vidéo qui a été vue 2,5 millions de fois quoi, sur Twitter, pardon. Sur Twitter, c'est fou. Donc c'est quand même de la désinformation à grande échelle. Donc ce que je vous disais, il y a un article de Florian Gouttière qui est sorti sur Check News, et donc lui il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est tout ce qui touche à l'information médicale, etc. Et il a essayé de nous montrer, de nous expliquer. Lui, il allait faire les recherches, comme ça, j'avais pas besoin de les faire. Il allait faire des recherches à notre place. Avant d'aller vers cet article, il y a Jérôme Barrière qui est aussi pas mal sur X et qui donc répond à Étienne Klein en disant. Premièrement, il n'y a aucune référence académique retrouvée. Donc lui, il a fait des recherches. J'ai fait des recherches aussi. Il a raison. Donc voilà. Donc, scientifiquement, il n'y a rien qui nous dit que c'est vrai ce qu'il raconte. C'est un truc qui traîne depuis plus de 10 ans, repris régulièrement dans des articles de presse sans source. J'ai regardé un peu. Souvent, c'est repris dans des articles de presse, par exemple, de tourisme ou ce genre de choses. Et il me semble que si on va voir ici Radio-Canada... c'est la même chose, mais du coup, pareil. Voilà. Alors, Pauline nous dit... la BDNF, c'est un facteur de croissance qui agit au niveau du cerveau, mais ce qui est important, c'est tout ce qui va contrôler son expression, sa régulation et autres. C'est beaucoup trop flou ce qu'il raconte. Et il n'est pas retrouvé que dans le cerveau. Oui. Et du coup, il a retrouvé dans quels autres endroits par curiosité, c'est dans tout le corps ou c'est vraiment dans des zones particulières Yes, pas de souci. Principalement dans le système nerveux. Ok. Pour info, j'ai pas forcément trouvé de lien entre le jeûne et son affirmation sur la BDNF. J'ai pas plus creusé que ça. Mais on pourra essayer de chercher ensemble à voir. Donc, Jérôme Barrière nous dit. Troisièmement, cette histoire de 3 semaines sert manifestement à un discours orientant vers une justification de son propos de fond, en associant avec un type de jeûne dont le niveau de preuve est très faible. On va voir un petit peu après des revues d'études. Quel groupe de contrôle? Donc ce que je vous ai posé comme question. Je vais insérer un nouveau truc dans ma revue de presse, ma pyramide des sources et de la fiabilité des sources. Je me suis un peu amusée, j'ai dessiné un petit truc et tout. Je pense que ça peut être pas mal si on se réfère à ça la prochaine fois. Quel groupe de contrôle? Quelles activités pendant ces 3 semaines? Quelle tranche d'âge? Et manifestement, forcément, récupération de cette perte cognitive au retour des vacances. On verra, il y a eu des études qui ont été menées. Sinon, le niveau des enseignants serait nul au bout de 5 années d'enseignement. Oui, parce que du coup, comme on sait tous, nos enseignants ne travaillent pas pendant les 2 mois de vacances d'été.
Et je vois qu'on a tous relevé la même chose, de même le « mais vous avez raison » de Madame Salamé. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça fasse réagir. Ça a fait réagir. Après, je n'ai pas regardé en détail les commentaires. Je ne sais pas si on va se faire du mal ou pas. Mais je crois que les scientifiques, ou même les gens en général, ont eu l'air de dire ils racontent vraiment n'importe quoi. Donc, l'article de Florent Gouttière qui, du coup, a fait le travail à ma place. Et c'est génial parce que quand il y a des gens qui font le travail, ça nous évite après à nous d'aller chercher tout ça. Alors, la question est, comme l'affirme Salman, est-il vrai que 3 semaines de congé font perdre 20 points de QI, comme l'affirme notre cher docteur? Donc celui-là, cet article, il date de 30 janvier, donc 2 jours après. Il a été hyper efficace, puisque la vidéo, elle est sortie le 28. Hein. Franchement, au taquet. Alors, l'affirmation du médiatique médecin sur France 2 a suscité de nombreuses réactions. L'étude sur laquelle repose cette supposée statistique a été menée sur des personnes hospitalisées et non des vacanciers. Bon, déjà, on peut se poser la question, rien qu'en lisant ça, on se dit, ok, l'étude là, je suis pas persuadée qu'elle soit très fiable. Mais on va regarder ça ensemble. Enfin, l'étude, l'affirmation, parce qu'il n'y a pas d'étude. Invité sur le plateau de Quelle époque pour promouvoir son dernier livre sur les mérites supposés du jeûne séquentiel, le médiatique Frédéric Salman a lâché une des statistiques à l'emporte-pièce, dont il a le secret. En 3 semaines de vacances, on peut perdre 20 points de quotient intellectuel. Je ne vous dis pas le désastre. Mes petites fautes d'orthographe là. La petite phrase, mise en exergue sur le réseau social X par le compte officiel de l'émission, a suscité beaucoup d'étonnement et de commentaires. Dans son livre, Salman lâche également la même affirmation au détour d'un paragraphe sans renvoyer à une source. Il existe néanmoins une littérature scientifique sur l'effet des vacances sur les différentes performances intellectuelles. Attendez, Dans son livre, si je me reprends pas au bon endroit. Donc, si l'on se focalise sur l'allégation de Salman et les 20 points de QI en 3 semaines, on peut retracer son origine au psychologue allemand Siegfried Lerl. Donc, comme a cité le médecin là, qui a répondu sur X, mort en février 2023, il y a un an. Celui-ci déclarait par exemple en août 2008 aux médias en ligne Change X, on a étudié cela sur des personnes qui étaient en observation à l'hôpital, comme s'ils étaient en vacances. Elles avaient déjà perdu 5 points de QI au bout de 5 jours et 20 points de QI au bout de 3 semaines. Donc un point de QI par jour en moyenne. La référence des recherches en question n'est pas donnée dans cette interview. Un article du Guardian daté de fin juillet 2001 se réfère à Lerl pour une allégation analogue. Rester allongé sur une plage durant 5 jours diminue notre QI de 5%. Là encore, sans préciser de référence scientifique. Et donc, si on cherche par nous-mêmes, on peut chercher, je suis allée voir l'article la dernière fois, si on cherche les informations sur une étude quelconque, on ne trouve rien. J'ai fait des recherches, on ne trouve pas d'informations, on ne sait pas d'où cette information sort. Et donc, on parle d'une étude. Donc, on parle d'une étude, là, apparemment, une allégation là, qui date de 2001. Donc, pareil, potentiellement une étude, mais en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Ensuite, donc, son affirmation là, qui date de août 2008, pareil. Alors, mais comment c'est calculé? Sur combien de personnes? C'est des personnes hospitalisées, donc il n'y a pas forcément non plus pas toujours de stimulation du cerveau, etc. Donc c'était comme s'ils étaient en vacances, mais en fait, t'es pas en vacances quand tu es à l'hôpital. Donc finalement, je veux dire, comment est-ce qu'on peut utiliser ça comme source de ces affirmations, comme le fait le docteur Salman? Je ne sais pas. Donc c'est à ce moment-là où du coup ça doit vous mettre la puce à l'oreille sur, en fait,
là, il y a un problème, je ne peux pas faire confiance à cette affirmation. Donc, une extrapolation douteuse. Toutefois, dans un article co-signé par Learl lui-même, daté de décembre 2007, donc avant l'article sur ChangeX, et intitulé « Le manque d'activité physique rend-il plus stupide ?», on trouve enfin cité les travaux appuyant ces allégations. Donc, il a trouvé. L'étude titrée, je ne vais pas lire ça parce que je ne sais pas lire l'allemand. L'étude titrée « La baisse du QI à l'hôpital », donc clairement pas des vacances, a pour unique auteur Siegfried Learl. Il aurait été publié dans une revue scientifique de langue allemande en 1984. Donc la petite ref, on va voir en bas. Donc ici, il dit cette date est mentionnée dans plusieurs articles signés par Learl. D'autres travaux signés par d'autres chercheurs se réfèrent également à un article du même nom, du même auteur, qui aurait été publié dans la même revue en 1994. Il ne nous a pas été possible de déterminer s'il s'agissait d'une réédition de la même étude, sachant que Learl lui-même ne semble pas s'y référer, ou d'une erreur typographique reproduite d'articles scientifiques en articles scientifiques par des chercheurs qui auraient fait mention de la publication pour référence, sans l'avoir eux-mêmes dûment consulté. Donc là aussi, on peut se poser des questions sur la qualité du travail de ces chercheurs qui ont cité cet article. Voilà, je pense qu'on peut vraiment se poser des questions. Où j'en étais ? On était par ici. Donc, cette revue scientifique, en dépit de la consultation de nombreuses bases de données et archives, nous ne sommes pas parvenus à trouver une copie, ni même un compte-rendu suffisamment détaillé des travaux en question. Impossible donc de connaître le nombre de personnes impliquées dans cet essai, de jeter un œil à la méthodologie employée, ni de vérifier si les résultats allégués étaient statistiquement significatifs. Aucune information non plus sur la réversibilité de cet état supposé. Enfin, et surtout, quelle que soit la validité ou la reproductibilité de ces résultats, l'équivalence hasardée par Learl entre hospitalisation et des vacances semble très douteuse. C'est ce que je vous disais. En fait, déjà, on peut se poser la question de est-ce que on peut faire le parallèle entre des vacances et un séjour à l'hôpital. Alors après, je crois qu'il y a des informations un peu plus précises sur les personnes qui ont été étudiées, enfin impliquées dans l'essai. On peut regarder ça un petit peu. Donc, plus récemment, donc en 2011, donc on notera qu'en 2011, dans un échange avec un journaliste du quotidien Daily Telegraph, Siegfried Learl s'est formé volontiers ses propres conclusions. Bon là déjà, enfin clairement, quand tu commences un peu à déformer à ne pas raconter exactement la même chose que ce que toi ce que tu as pu raconter avant, ça pose vraiment problème. Donc il a dit 14 jours de repos complet peuvent suffire à faire baisser le QI de 20 points, soit plus que la différence entre un élève brillant et un élève moyen, expliquait-il. Le vocabulaire se réduit et nous constatons même des changements de personnalité. Alors, je me disais même la dernière fois, par exemple, quand on est dans une situation où on va dans un pays étranger et on parle une langue étrangère pendant un certain temps, qui n'est donc pas notre langue maternelle, au bout d'un moment, on peut potentiellement, en revenant dans notre pays d'origine et en recommençant à parler notre langue maternelle, à avoir du mal à trouver nos mots. Parce que en fait on était dans un autre environnement pourtant tout aussi stimulant, donc voilà. Donc on peut perdre ses mots dans plein de situations différentes. On perd ses mots quand on est fatigué, on perd ses mots pour plein de raisons, donc je vois pas en quoi quand je dis perdre ses mots, ça veut dire la question du vocabulaire. Je vois pas en quoi c'est un fait scientifique, en tout cas de confiance. Donc le journaliste précisait que, selon le professeur Learl, l'une des causes de ces résultats est que l'inactivité réduit l'apport d'oxygène au cerveau. Et si l'on ajoute la déshydratation causée par la chaleur excessive, l'alcool ou les deux, le volume des cellules cérébrales peut diminuer de 15%.
Alors, quand on se cogne, on perd des neurones. Hein. Si aucune étude spécifique n'est donnée en référence, on considérera ici que la baisse transitoire des performances cognitives dans un contexte de prise d'alcool ou de température élevée est effectivement documentée. Le problème là, c'est plus le lien en fait un peu qui peut être fait entre les vacances et puis la perte de capacité cérébrale. Alors tout le monde en vacances ne boit plus d'alcool. Tout le monde en vacances ne va pas dans un pays chaud. Donc bon, on peut vraiment, on peut se poser vraiment beaucoup de questions sur la qualité de ce qu'il avance. Donc les 20 points de QI, on en revient à nos 20 points de QI, perdus à l'issue de 3 semaines de vacances, qui se retrouvent mentionnés par de nombreux médias en ligne en mentionnant sempiternellement Siegfried Lerle en source, apparaissent donc comme une extrapolation douteuse de travaux dont il est par ailleurs très difficile d'évaluer la solidité. Donc là, ce qu'on apprend, après il y a une étude un peu plus intéressante dont il parle. Là, ce qu'on apprend et ce dont on prend conscience, c'est quand même que on ne peut pas faire confiance à une étude qu'on ne peut pas vérifier. Auquel on n'a pas accès. C'est-à-dire que si vous n'avez pas accès à une étude, si vous n'êtes pas capable par un moyen ou un autre, et que vous ne pouvez pas vérifier ce qui est affirmé, donc en fait, vous pouvez complètement nier la validité de ce qui est exprimé. C'est-à-dire que ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et là, ce qu'affirme le docteur Salzman, qui est quand même censé être un médecin, je crois, hein, on va aller regarder un peu qui il est, mais il me semble que cette personne est un médecin, donc il a quand même une formation scientifique, et en fait, il n'y a aucun moment dans l'écriture de son livre, il est allé vérifier l'information et vérifier que ce qu'il affirmait était vrai. Donc en fait, finalement, on peut peut-être plus se demander si il a choisi d'intégrer cette affirmation-là dans son livre parce que ça allait dans son sens, plutôt que parce que c'était vrai. Et ensuite, il y a un autre problème qu'on peut noter, c'est que ici, donc dans cet extrait, personne ne contredit ce que dit le docteur Salzman. Donc en fait, on a une espèce d'argument d'autorité parce qu'il est docteur. Mais il y a plein de gens qui sont docteurs et qui pourtant, il est tout seul à affirmer ça. Puisque si on regarde les autres docteurs dans les commentaires, ils n'ont pas l'air de dire la même chose que lui. Donc, clairement, là, sur notre niveau de notre pyramide de la fiabilité, on n'est clairement pas dedans, quoi. Si je vais vous montrer ma petite pyramide. Alors, attendez. Hop, on va aller chercher ça. La petite pyramide de la fiabilité que je me suis amusée à dessiner. Pour vérifier vos sources et vérifier si ce que vous lisez, ce que vous entendez, etc., peut être de confiance. C'est ça l'idée derrière cette petite pyramide. Vous pouvez trouver aussi pas mal de... Enfin, si vous cherchez pyramide de la fiabilité des sources sur Internet, vous allez trouver pas mal de supports. Mais là, l'idée, c'était de vous proposer un support auquel on pourra se référer. Durant les revues de presse. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Où est-ce que j'ai mis ça ? C'est plus fort ici. Pourtant, j'ai fait le même réglage. Ah non, j'ai pas fait le même réglage. Ah, pourquoi c'est augmenté ? C'est mieux là, non ? Normalement, je crois que c'est la même chose. Mais c'est juste que j'ai pas de retour, donc... parce que il est décalé. C'est plus fort ici. Bon, je sais plus c'était quoi ma question, Pauline. Ça n'a pas changé. Pourtant, j'ai fait des... Bon, c'est pas grave, je repasse sur l'autre de toute façon. C'est bon là ? Ouais, j'ai dessiné une pyramide de niveau de preuve. Donc,
là, si on regarde sur cette petite pyramide, là c'est faible. Bah attends, je suis juste à côté. Il y a un non? Parce que moi, sur mon OBS, je pense que c'est l'autre qui est trop fort. Mais du coup, pourtant j'ai fait les mêmes réglages, mais ou alors il doit y avoir un. Attends. Je sais pourquoi. C'est mieux là, non? C'est parce que j'avais pas mis le compresseur sur celle-ci. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Et sur celle-ci, du coup, je vais checker. C'est bon, il y a le compresseur. Non, en fait, c'est juste que j'avais pas mis le compresseur. Mais c'est bon à savoir, parce que du coup, pour les autres... Petite séquence son. De toute façon, j'ai toujours un problème de retour, c'est-à-dire qu'il est décalé et c'est très, très embêtant. Normalement, j'ai mis les mêmes décibels sur tout et j'ai mis le compresseur partout, donc normalement, ça devrait être OK. Oui! Mais c'est trop bizarre de s'entendre. En fait, le problème, c'est que le retour, ça... Enfin, ici, en tout cas, moi, comme il est décalé, en fait, c'est horrible. Le seul truc, c'est que du coup, je suis quand même obligée de mettre... si je veux mettre du son sur mon Firefox, enfin, sur mon navigateur quand je regarde une vidéo, je suis pas trop le choix. Il faudrait que je trouve un... Pour l'instant, au niveau technique, il y a encore des petits trucs à améliorer, quoi. Faudrait que je sais pas trop comment faire. Je verrai plus tard pour des réglages. Du coup, revenons à la petite pyramide. Oui, c'est moi qui l'ai dessinée. Je suis hyper fière de mon travail. L'idée, c'est de se référer à ça pour savoir en gros où est-ce qu'on se trouve. Et donc, voilà, pour savoir est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on nous raconte. Est-ce que je peux faire confiance à cet expert qui est en train de me raconter quelque chose et qui est en train d'affirmer quelque chose. Bon, là, clairement, on est dans la situation parole d'expert reconnu dans son domaine. Ah bon, je sais pas s'il est très reconnu dans son domaine, mais bon, ça relève clairement pas de la preuve. Et en fait, là, on serait plutôt dans une situation où c'est plus une croyance, parce qu'en fait, on n'a pas de... Et non, Wamdi, le bon sens, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas un vrai niveau de preuve. Je sais que ça paraît quand même, ça paraît étonnant, mais malgré que ce soit du bon sens, c'est pas toujours la preuve. Récemment, on m'a remis en question la théorie de l'évolution, puisque c'est une théorie. Et comme c'est une théorie, par bon sens, on ne devrait pas dire que c'est vrai. Malgré qu'il y ait quand même un consensus scientifique et qu'il y ait de nombreux chercheurs et de nombreuses recherches qui ont été faites en ce sens et qui viennent valider cette théorie de l'évolution. Donc, non. Merci Pauline, je sais qu'elle est très belle, j'ai choisi les couleurs et tout avec ma superbe écriture. Donc ça, ce sera notre pyramide, référence à l'avenir. Il faudrait que je me la mette, tiens, je vais me la rajouter en source sur mon
sur ma scène comme ça la prochaine fois. En plus, le bon sens n'est pas du tout différent selon le point de vue des personnes. Bah non, bien sûr. C'est vrai qu'on a tous le même référentiel culturel et donc, du coup, on voit tous le monde de la même manière. Ah mince, je me suis trompée de... Alors, ma pyramide. On va aller la chercher et je vais la rajouter comme ça, hop. Dès qu'on en aura besoin, je pourrais m'y référer. Je pense que c'est une belle idée. Désolée, on te distrait, Wemki, de ton travail. Moi aussi, je travaille. Où est-ce que c'est ? Je l'ai perdu. Ma pyramide. Bon, je ferai ça la prochaine fois, ou alors je la télécharge en... Hop. Ma pyramide de niveau de preuve. De toute façon, on a un peu de temps. On n'est pas pressé, j'espère que vous n'êtes pas pressé. PNG. Yay! Hop! Ça marche pas. Désolée pour ce petit point technique. J'aurais dû faire ça avant, mais on va la mettre en JPEG. Hop. Sachant que je tiens à dire que là, je vous la mets en référentiel pour la revue de presse, mais en fait, c'est un référentiel pour moi aussi quand je fais des recherches. Enfin voilà, quand je suis face à un... Donc, hop, bye bye. Revenons à nos moutons. Et bye bye la pyramide. Hop, on lui mettra un petit effet plus tard. Alors... Donc, ce que je disais, est-ce que du coup, malgré le fait que notre cher Dr Saltman nous affirme que le jeûne séquentiel peut permettre de développer l'acuité cérébrale et que en 3 semaines de vacances, nous perdons 20 points de QI, la question est, il n'y a pas d'études solides qui permettent de valider ce propos. Ok ? Mais il y a quand même des études sur la question de la perte, enfin de... Comment dire ? Je dirais de capacité cognitive chez les élèves. Donc il y a eu des études qui ont été faites, notamment donc là plusieurs études, pas une. et donc Florent Goutière nous en parle dans cet article. Donc dernier paragraphe. Pour les élèves, un constat ancien. Donc il y a quand même une petite part de vrai dans ce que raconte le docteur Sadman. Toutefois, comme on l'a dit, il ne manque pas d'études scientifiques qui ont réellement interrogé l'évolution des performances cognitives dans un contexte de vacances. Ici, on ne parle pas de QI, on parle de performances cognitives. Et plus spécifiquement de vacances scolaires. Diverses équipes de recherche, essentiellement nord-américaines, donc bon, on n'a pas... peut-être qu'il y a des études françaises, des études européennes, ont cherché à mesurer l'évolution des performances d'élèves à différents tests. Niveau dans la langue maternelle, en mathématiques, quotient intellectuel, donc QI, donc il n'y avait pas que la question du QI,
À noter que ces recherches ne portent pas sur l'effet des congés sur les performances cognitives des adultes. Donc, en fait, quand je dis qu'il y a une part de vrai dans ce qui était raconté dans cette vidéo, c'est pas par rapport aux vacances des adultes, etc. Parce que là, je pense qu'il s'adressait quand même plutôt à un public adulte. On parle véritablement d'élèves, c'est-à-dire là, on est plutôt sur. Ils précisent pas, ils n'ont pas l'air de préciser quel âge. Donc, des élèves habitués tout au long de l'année à passer des évaluations et qui cessent de se plier à de tels exercices durant 2 mois, voire plus, sont-ils moins performants à ces tests ? Sans grande surprise, oui. À quelques subtilités près. En même temps, je pense que si on vous demandait de repasser votre bac aujourd'hui sans vous préparer, comme n'importe quel examen, je pense pas que vous auriez des résultats très... Je pense pas que vous seriez très performant et que les résultats soient très bons. Le constat est ancien, puisqu'une méta-analyse de 96, on regarde sur notre référentiel méta-analyse, ça nous dit un truc. Moi, ça me dit un truc, les méta-analyses. Hop, sur la pyramide, ça dit quoi ? Faut que je la voie de plus près. Sur la pyramide, ça dit que... Oh, une méta-analyse. Méta-analyse, ça, c'est un bon niveau de preuve quand même. Hein. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Donc on peut peut-être se dire que on peut faire confiance à ces études. Donc on a notre petite pyramide, on repasse sur notre petit article. Le constat est ancien, puisqu'une méta-analyse de 1996 observait déjà que des élèves testés juste avant et juste après l'été avaient des scores très significativement inférieurs, en particulier en mathématiques ou en orthographe. S'agissant de la maîtrise de la lecture, les résultats étaient différents. Les scores tendaient à diminuer fortement pour les élèves issus de milieux sociaux les moins favorisés et à se maintenir pour les plus aisés. Donc si on parle de la lecture, de toute façon, est-ce que... Alors, je ne vais pas faire des généralités, mais en général, dans les milieux sociaux moins favorisés, les enfants sont moins poussés à lire que dans des classes plus... dans les classes élevées, quoi, dans la bourgeoisie, etc. Donc dans ces milieux sociaux plus aisés, je pense qu'on est plus amené à lire, notamment pendant les vacances. Diverses études ultérieures montrent que l'ampleur de la baisse des résultats aux différents tests est corrélée à une moindre pratique durant l'été. Les élèves qui font des exercices ou lisent des livres durant les vacances tendent à obtenir de meilleurs résultats aux évaluations de rentrée. Selon ces travaux, dès qu'ils sont replongés dans un contexte d'évaluation régulier, l'école, les élèves retrouvent leur performance antérieure en quelques semaines. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà fait des cahiers de vacances ? Moi, personnellement, j'en ai jamais fait. J'ai jamais trop... De toute façon, à chaque fois que j'en ai eu, c'était parce que je l'ai demandé, puis je le faisais pas parce que ça m'ennuyait. J'avais envie de faire autre chose. Toi, t'as eu des... C'est vrai, mais t'en as eu parce que tes parents ils t'en achetaient, Pauline, ou est-ce que t'en as eu parce que t'en demandais ? Parce que moi, vraiment, j'en ai demandé peut-être 1 ou 2 étés parce que mon cousin en avait, mais en vrai, ça m'embêtait quoi de faire les exercices. Aucun plaisir. Mais je me souviens que mon cousin, il était obligé de les faire, c'est-à-dire que si avant d'aller jouer, il fallait qu'il fasse ses exercices dans son cahier de vacances, quoi. Mais le calvaire, quand t'es en vacances pendant 2 mois, t'as qu'une envie, c'est d'être en vacances. Et la question aussi, c'est dans ce cadre-là, c'est que en fait, est-ce que finalement, quand t'es en vacances, t'as pas d'autres types d'intelligence qui sont stimulés ? La seule fois où c'était bien, c'était un espèce de livre d'enquête escape game, c'était top. Ah ouais, c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui sont pas mal, mais je pense qu'il y a des enfants qui... Enfin, je pense que le côté un peu jeu, ça plaît. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu des trucs où c'était pas trop ludique, quoi. Donc, ouais. Sur la question des intelligences, je pense que
peut-être qu'on peut développer des capacités cognitives autres que ce qu'on peut faire à l'école en étant en vacances. Enfin, je veux dire que tout le monde n'a pas la chance d'aller à la mer, à la plage, etc. Mais je veux dire, rien que, je sais pas, construire un château de sable, c'est, il y a un peu de ces physiques, etc. Mais ça va être, imaginer la construction, donc ça veut dire se repérer dans l'espace, etc. Enfin, voilà. Et puis il y a tout aussi dans certains environnements, des choses qui vont stimuler le développement de l'enfant. Et puis, je pense que ça fait quand même du bien de pouvoir se sortir de la routine de l'école pendant plusieurs semaines, quoi. Ouais. Oui, après, ça dépend des parents. S'ils t'emmènent te promener et visiter des trucs, tu apprends aussi plein de choses autrement que par le système scolaire, oui. En fait, à la fois, le système scolaire est bénéfique pour beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à la culture, notamment souvent dans les milieux défavorisés, contrairement à des enfants qui sont dans des milieux favorisés, d'où l'importance de la mixité sociale. Mais en même temps... les vacances, elles sont aussi un moment où tu peux respirer. Je veux dire, on est souvent beaucoup plus efficace quand on se repose après s'être reposé, après une bonne nuit de sommeil, après une bonne 1 ou 2 semaines de vacances, que quand on n'a pas pris de vacances pendant des mois et que en fait on est épuisé du travail, quoi. Je pense que on est plus créatif aussi. Après, ça dépend du métier qu'on fait, mais je pense que ça aide beaucoup de pouvoir se sortir les idées de sa routine pour pouvoir développer de nouvelles choses. Les enfants des milieux défavorisés ne font globalement pas de cahier de vacances. Oui. Oui. Après, est-ce que les cahiers de vacances sont nécessaires ? Je ne sais pas. Parce que si c'est vu comme un calvaire, comme une... Comment on dit, comme une... Enfin, le fait de se sentir obligé de travailler, ça c'est pas très agréable. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui ont fait des cahiers de vacances qui en sont très heureux, qui étaient très heureux de les faire. Je pense que peut-être ce serait plus intéressant de pousser les enfants à sortir, à la lecture, à découvrir des choses, même à jouer ensemble en fait. Non, ce qui est nécessaire, c'est la culture et la diversité des apprentissages et des méthodes d'apprentissage. Alors, je vais finir de lire l'article et après on va parler un peu des intelligences puisque on parlait du QI qui est un test qui a été créé pour justement évaluer l'intelligence, une forme d'intelligence logique. C'est une référence, on peut pas le nier. Pour autant, il y a d'autres formes d'intelligence qui peuvent être développées et qui sont tout aussi utiles que le QI. Je finis ma petite... il me reste pas grand-chose, je crois. Donc, en gros, on venait de lire que ceux qui s'exercent pendant les vacances, ils obtiennent de meilleurs résultats aux évaluations à la rentrée, donc ils sont plus... En fait, ils perdent pas le fil, quoi. Mais une fois qu'en fait on est reparti dans la routine de l'école, on retrouve ces capacités-là. Donc les vacances ne sont clairement pas un problème. Au contraire, je pense. C'est mon avis. C'est peut-être du bon sens. Ces différentes études ne permettent toutefois pas d'élucider une question tout aussi importante. Comment évolueraient à long terme les résultats d'élèves dont on amputerait sensiblement la durée des congés ? Autrement dit, en mettant en avant un effet transitoire négatif de l'interruption du rythme scolaire. On ne dit rien de potentiels effets positifs à plus long terme de ces ruptures intermittentes de l'apprentissage. C'est ce qu'on était en fait en train de dire finalement. Il parle du quotient intellectuel. Il convient ici de rappeler qu'un test de quotient intellectuel évalue les compétences dans la résolution d'une gamme de problèmes assez spécifiques, avec un fort accent mis sur les problèmes logiques. Donc c'est ce que je vous disais, on est plutôt sur une intelligence sur une logique, en comparaison avec la moyenne de la population de même âge. Donc si on regarde notre QI, l'échelle du QI, vous avez vu, j'ai peut-être besoin de vacances parce que je suis en train de perdre mes mots régulièrement.
Bon, ça a l'air marrante. Non, on voit rien. Je sais pas si vous voyez quelque chose, moi je vois rien. Ouvrir dans un nouvel onglet. Ça date de 2022. Oh. Je veux juste ouvrir l'image. Voilà. Donc, notre échelle de QI. Donc en fait, vous vous situez dans l'intelligence moyenne quand vous êtes entre 85 et 115 points de QI. Donc je suis sûre qu'on a des gens super smart, super intelligents dans le chat, qui ont carrément plus que 115 points de QI. Ici, on n'est que au-dessus de la moyenne. Et donc au-dessus de 115, c'est une intelligence supérieure, voire intelligence très supérieure, donc ce qu'on appelle haut potentiel intellectuel, donc HPI. Bien sûr, Pauline, évidemment, que des hauts potentiels intellectuels dans le chat. Et en dessous, du coup, de 85, déficience intellectuelle. On est quand même sur... voilà, c'est... Il y a très peu de gens qui sont déficients intellectuels et très peu de gens qui sont HPI. Donc, voilà. Ouais, au moins ça. Au moins HPI. Donc, mais est-ce qu'il existe d'autres formes d'intelligence ? Mais oui, bien sûr, il y a un psychologue, si je vous dis pas de bêtises, qui a élaboré un référentiel des autres intelligences. À noter que ce référentiel est aussi soumis à des critiques. Comme tout, on peut remettre en question plein de choses. Je pense que c'est toujours important de remettre en question sans pousser la remise en question trop loin. Si on nous apporte la preuve que ce qui est avancé est vrai, je ne vois pas pourquoi on le remettrait en question. Donc, je vais aller chercher mes petites infos. Est-ce que le QI est le seul marqueur d'intelligence ? Alors, j'ai trouvé un article de l'INSERM. Je pense que l'INSERM est quand même une bonne référence. Pour autant, à noter que il peut y avoir des informations fausses qui se glissent. Voilà. Tant que votre informateur se remet en question et remet en question ce qu'il a affirmé, je ne vois pas où est le problème. Ça date du 10 novembre 2022. Le QI, une mesure fiable de l'intelligence vraiment ? Ça, c'est la taille de notre cerveau aujourd'hui. Alors, le quotient intellectuel ou QI est un sujet qui anime bien des passions. Tandis que le projet d'une carte mondiale des QI entraînait une vive polémique sur les réseaux sociaux en 2019, ça remonte à quelques années quand même, c'est aujourd'hui la baisse de QI à l'ère du digital qui embrasse des discussions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais souvent on a eu des articles de presse qui disaient que la moyenne du QI, international, les moyennes par continent, je crois, et donc du coup, ça, voilà, il y avait quand même des tendances tendance un petit peu raciste, voilà, mais sur ces cartes-là. Donc faut quand même faire un... J'allais en parler, il y a quand même de gros biais avec la méthode de mesure de l'intelligence par le QI. Tout à fait, Wami. C'est pour ça que je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'aller se poser un petit peu des questions. Il y a d'autres choses, mais je vais essayer d'aller voir un petit peu tout ce qui peut être raconté à ce sujet. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ces cartes, c'est celle-ci je crois, carte mondiale du QI. Voilà. On est quand même sur quelque chose de... Voilà, je ne me permettrai pas d'interpréter cette carte. Qui a fait cette carte, elle vient d'où, c'est quoi cette étude, etc., etc. On se pose toujours la même question, on se pose toujours des questions avant d'affirmer des choses. On se renseigne toujours avant d'affirmer. S'il y a quelqu'un qui en commentaire a dit quelque chose,
il vaut mieux aller vérifier l'information. Mais elle n'est pas très réjouissante. Voilà. Et la question, c'est combien de personnes ont été... combien de personnes ont été évaluées? Parce que c'est toujours ça aussi, en fait. Qui a fait l'évaluation? Et combien de personnes? Quel est l'échantillon? Quelle est la... numériquement, quelle est la taille de l'échantillon, quoi? C'est toujours bien de se poser des questions. Donc, sans parler des nombreux tests gratuits qui ornent les bannières publicitaires, qui n'a jamais vu une bannière publicitaire pour tester son QI. Mais qu'entend-on par QI et intelligence? Les tests que l'on trouve sur Internet sont-ils vraiment fiables? Et à quoi servent réellement les scores de QI? Je n'ai pas vérifié qui c'est qui a écrit. C'est l'INSERM qui a écrit, juste la salle de presse. La première échelle métrique de l'intelligence est inventée en France par le psychologue Alfred Binet au début du XXe siècle, à la demande du ministre de l'Instruction publique qui souhaite disposer d'un outil pour détecter les élèves en difficulté scolaire. Donc c'est un psychologue qui a créé cette échelle de l'intelligence. En observant ces filles, Alfred Binet imagine que l'on peut évaluer l'intelligence à partir du raisonnement, de la compréhension et de la mémoire. Il cherche alors à identifier les aptitudes qui sont caractéristiques de chaque tranche d'âge. Face à une image, par exemple, un enfant de 3 ans va énumérer ce qu'il voit. Un enfant de 7-8 ans va décrire l'image, tandis qu'un enfant de 10-12 ans va commencer à l'interpréter. C'est vrai que c'est assez intéressant finalement quand... moi je vois ça, j'essaie d'interpréter l'image, quoi. Je me pose des questions, etc. C'est vrai qu'un enfant va juste voir des couleurs. J'aimerais bien voir les superpositions aussi entre les cartes de QI et carences alimentaires, guerre, perturbations diverses, scolarisation et revenus. Plus certainement d'autres facteurs. C'est assez intéressant. J'avoue que là, si on a le temps, on pourra peut-être aller chercher s'il n'y a pas eu des études qui ont été réalisées à ce sujet-là. On pourra peut-être aller voir ça. Peut-être que Pauline pourra nous aider à chercher, nous donner des clés des termes, etc. à chercher sur PubMed. Mais peut-être que probablement il y a eu des études de réalisées sur ces questions-là. Et puis en fait, il y a aussi toute la question de l'accès à l'éducation, puisque, comment est-ce qu'on peut comparer des pays où une grande partie de la population n'a pas accès à l'éducation, puisque l'école n'est parfois pas obligatoire, avec des pays occidentaux où l'éducation est quand même accessible à tous, sachant que, quelle est la valeur de cette éducation? Donc Alfred Binet, qui a créé le QI. Donc ce premier test d'intelligence, qui deviendra le premier test de quotient intellectuel, je crois qu'il y a une faute d'orthographe. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que là, on dit un quotient, pas une quotient. Ou de QI sous l'influence d'un chercheur de l'université de Stanford établit un rapport entre l'âge mental de la personne et son âge réel. On multiplie ensuite ce chiffre par 100 pour obtenir le QI. Si un enfant de 10 ans réussit les épreuves d'un enfant de 12 ans, alors il sera en avance et aura un QI de 120. 12 divisé par 10 fois 100. Je ne suis pas persuadée de la fiabilité de ce calcul. Mais pourquoi pas. Pardon. Je ne suis pas... Donc, interpréter les tests de QI. Le QI évalue ainsi les performances d'un individu par rapport à des individus qui ont le même âge que lui. Le test Stanford-Binet va devenir un test de référence dans les années 60-70, avant que d'autres approches ne prennent le relais. Le Weiss ou Wechsler Adult Intelligence Scale, par exemple, est aujourd'hui un test de QI très utilisé pour les adultes, tandis que le WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children, sert à évaluer les performances des enfants. Donc en fait, il y a 2 tests différents pour les adultes et pour les enfants. Oui, c'est pour ça que je parlais de la scolarité, et en vrai, c'est biaisé. Ça, c'est biaisé car les méthodes d'apprentissage sont différentes entre pays. Donc forcément, ça influence les tests selon moi. Il y a beaucoup trop de choses à dire, oui.
Oui, et puis en plus, si on prend par exemple, l'exemple des pays asiatiques, hein, qui sont quand même connus pour avoir des techniques d'apprentissage complètement différentes des nôtres, parallèlement, qui sont d'ailleurs assez difficiles, avec des tests, des tests à chaque fin de, alors pas partout, hein, je ne vais pas faire des généralités, mais des tests à chaque fin d'année, etc., pour passer au niveau suivant. En fait, ça met quand même une pression sur les enfants, et une pression sociale, une pression parentale, j'imagine, etc. Et donc, ça crée ça a des conséquences aussi sur leur santé mentale. Donc, on ne peut pas toujours valider, même s'ils ont un niveau excellent en maths, par exemple. Après, c'est souvent très culturel aussi. À la base, on parlait des vacances. C'est quand même sympa, les vacances. Les tests de QI restent encore aujourd'hui les seuls outils capables de mesurer l'intelligence générale. Donc, ils considèrent quand même que les tests de QI sont les plus fiables, en tout cas pour mesurer une intelligence globale, de manière fiable et prédictive. Toutefois, ces tests n'évaluent qu'un nombre restreint de capacités. Des capacités verbales, spatiales et mathématiques. Mais pas, ou très peu, les compétences artistiques ou créatives, par exemple. Ça, on en a un peu parlé, nous, entre collègues de ce sujet-là, mais c'est vrai, c'est qu'en fait, il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas que les capacités logiques, en fait, il y a aussi, la créativité, les capacités artistiques, je veux dire, rien que le fait de lire la musique, c'est une capacité assez incroyable. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui savent lire la musique ont des facilités. Donc, ça permet de développer une oreille, ça permet aussi d'apprendre un nouveau langage, etc. Et donc, il y a quand même... quand je dis lire la musique, je parle des notes de musique, pas des lettres. Sur une clé de sol, une clé de fa ou une clé d'ut, par exemple. Par ailleurs, les scores de QI, comme ceux obtenus sur les sites internet, sans interprétation par un psychologue agréé, ne veulent pas dire grand-chose. Donc ne faites pas, après je me doute que vous ne les faites pas, mais ne faites pas les tests de QI sur internet. Surtout s'ils sont payants. Voire rien du tout. Ces chiffres doivent être interprétés à la lumière de l'histoire et de la personnalité de l'individu. D'ailleurs, conscient de la singularité humaine, Alfred Binet souligne déjà à l'époque que son test n'est pas une machine qui donne notre poids imprimé sur un ticket comme une bascule de gare. Du côté de la recherche, la notion même d'intelligence est très discutée car elle recouvre une réalité complexe et une multitude d'aptitudes. Les chercheurs en neurosciences qui souhaitent évaluer une compétence donnée chez un groupe d'individus ne font pas appel aux tests de QI pour leur mesure. Mais ils l'utilisent comme critère de sélection pour recruter les participants à leurs études, au même titre que le sexe ou l'âge. Au cours du XXe siècle, les résultats aux tests de QI ont augmenté de façon lente et progressive dans les pays industrialisés, en raison notamment de l'alphabétisation et de l'élévation du niveau d'éducation. Cet accroissement a été baptisé l'effet Flynn. Toutefois, depuis les années 2000, les résultats se sont stabilisés et commenceraient même à régresser dans plusieurs pays. Une baisse qui fait aujourd'hui polémique et soulève notamment la question de savoir s'il est pertinent de comparer le QI d'individus dont le contexte culturel est parfois radicalement différent. Les fautes d'orthographe me font mal aux yeux, je suis désolée, mais l'INSERM, il faut relire vos textes. Je vais traduire ce que j'ai flemme de traduire dans ma tête. On va juste lire l'abstract, mais je pense que ça peut être intéressant. Pas d'effet négatif de Flynn en France. Pourquoi les variations dans l'intelligence ne devraient pas être évaluées à l'aide de tests basés sur des connaissances culturelles ? Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le résumé ? C'est une étude qui date de 2021. C'est assez récent quand même. En 2015, Dutton et Lynn ont publié un compte-rendu d'une diminution de l'intelligence en France, effet Flynn négatif, qui a eu un impact sociétal considérable. Cette baisse a été considérée comme biologique. Toutefois, il y a de bonnes raisons d'être sceptique à l'égard de ces conclusions.
L'affirmation de la baisse du renseignement était fondée sur la contestation de scores inférieurs sur l'AAO 3. Normé en, je ne sais pas ce que c'est. Pour un échantillon récent. Mais un examen attentif des données donne à penser que cette baisse a été en fait limitée à des sous-tests et une forte influence sur les connaissances déclaratives dépendantes de la culture. Dans l'étude 1, nous avons re-analysé les données utilisées par Dutton et Lin et montré que seuls les sous-tests du WAIS, donc WAIS c'était pour les adultes, évaluant principalement les connaissances culturelles, ont démontré un déclin significatif. Qu'est-ce qu'on considère comme connaissances culturelles ? C'est ça la question. Et ici, l'on définit est-ce que je vais pouvoir le retrouver dans ce texte ? Je sais pas. Définition. Mais après, ils ont peut-être pas le même référentiel. Peut-être qu'ils le définissent dans le... On regarde après. Donc, évaluant principalement les connaissances culturelles, ont démontré un déclin significatif. L'étude 2 a reproduit cette découverte et confirmé que les performances étaient constantes sous d'autres sous-tests. Une analyse du fonctionnement de l'élément différentiel dans les 5 sous-essais avec une baisse a montré qu'environ un quart de tous les articles étaient significativement plus difficiles pour les sujets dans un échantillon récent que dans l'échantillon normatif initial, pour un niveau de capacité égal. Retomber un sous-test... Je sais pas si c'est bien traduit en fait. Ces résultats confirment qu'il y a actuellement pas de corrélation, je dirais. Enfin, qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de preuve qu'il y a une baisse de l'intelligence en France. Les résultats antérieurs étant attribuables à une dérive de la difficulté des articles pour les versions plus anciennes du WAIS, en raison de changements culturels. Cela souligne le rôle de la culture dans les tests d'intelligence de Wechsler et indique que lors de l'interprétation négative, les effets de Feeling le passé devraient être traités comme un pays différent. Voilà, c'est pas très bien traduit, je suis désolée. Ok. Donc ça dépend toujours du référentiel apparemment. J'ai pas tout compris, mais les contextes culturels jouent beaucoup dans les résultats du QI en fait, et de l'interprétation qui peut être faite. Ok. Donc hop, la suite, pardon, j'ai perdu ma souris, désolée, là. Et donc, autre question qu'on se pose, c'est parce que si on revient à notre... Donc là, on s'est posé la question du QI, etc., de voilà, si finalement, les vacances, ça nous rendait moins intelligents. La réponse est non, c'est faux, ça ne nous rend pas moins intelligents. On perd peut-être certaines capacités cognitives, mais on les récupère une fois qu'on reprend une activité au travail, à l'école. Enfin, en tout cas, pour l'instant, les études parlaient surtout des élèves à l'école. Donc, une fois qu'ils sont repartis dans la routine, ils retrouvent leur capacité cérébrale. Donc, tout va bien. Donc, sur ce point-là, notre cher docteur Frédéric Salman raconte n'importe quoi. Autre fait, est-ce que le jeûne intermittent, comme il peut affirmer au début, rend intelligent ? Parce que c'était un peu ça, la question. Est-ce que le jeûne intermittent rend intelligent ? En fait, j'ai cherché. Et il n'y a pas d'études qui parlent concrètement de ça. Dans les articles que j'ai pu lire,
qui sont généralement des revues d'études scientifiques sur les bénéfices notamment en matière de réduction des problèmes cardiovasculaires. Qui donc là on fait une référence par exemple avec les problèmes d'obésité qu'il peut y avoir dans pas mal, dans le monde en général. Il y a quand même une grosse augmentation des personnes en surpoids. Donc le jeûne intermittent pourrait être une solution et réduire les problèmes cardiovasculaires. Mais généralement, les articles dans les résumés, ils précisent quand même que il faudrait des recherches supplémentaires. Donc, je cite, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires sur le résultat à long terme et que cette approche doit être évitée dans des problèmes de santé, pour des problèmes de santé particuliers. Donc, en fait, le jeûne intermittent n'est pas une solution pour tout le monde. Il faut quand même faire attention et ça doit être particulièrement suivi. Il faut ça peut être considéré comme une option pour des personnes qui ont un schéma de prise de poids, donc ils disent un schéma de prise de poids malsaine, donc donc des personnes qui sont vraiment en surpoids, un grand surpoids. Mais en soi, je veux dire, il n'y a rien qui dit qu'il est recommandé de faire un jeûne intermittent régulièrement. Quand on parle de jeûne intermittent, je ne sais pas si on a tous la même référence. Jeûne intermittent, ça va être ne pas se nourrir, par exemple, pendant 12 heures. Donc, par exemple, vous allez manger le soir et ne pas manger jusqu'à midi, par exemple. Il y a certaines personnes qui utilisent cette technique-là pour perdre du poids. Donc, c'est une forme de régime. Donc en fait, il y en a qui... Alors, l'obésité peut être due à plein... Il y a plein de paramètres qui peuvent faire que des gens sont obèses. Et même parfois en se nourrissant normalement, en faisant du sport, etc. Donc ça peut être une solution. Mais il faut quand même faire attention. Donc, concernant le problème d'obésité, il y a un argument contre le jeûne intermittent et que malgré les nombreuses données animales, donc là on parle quand même d'études sur des animaux, de nombreux essais cliniques n'ont pas réussi à démontrer des améliorations significatives du jeûne intermittent par rapport à la restriction calorique. C'est-à-dire que ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, jeûne intermittent, pourquoi pas ? Mais la restriction calorique fonctionne aussi très bien. Restriction calorique qui est souvent utilisée, par exemple, pour des personnes qui se mettent à une routine de sport et qui veulent perdre du poids. Et après, il y a aussi des techniques pour prendre du poids, pour prendre du muscle, etc. Mais la restriction calorique fonctionne très bien. Et donc, le jeûne intermittent il n'est pas prouvé que le jeûne intermittent est plus intéressant que la restriction calorique. Alors, ils disent quand même... J'ai quand même trouvé des infos à ce sujet-là, que le jeûne intermittent a montré des résultats intéressants sur la santé neurobiologique sur des modèles animaux. Donc la revue, c'est celle-ci que j'ai trouvée. Donc les effets du jeûne intermittent sur le cerveau et les fonctions cognitives. Celui-ci. Je peux la mettre comme ça. Je cite mes sources. Hop, je cite mes sources. Donc, hop. Je reviens à ma petite explication. Je vous traduis comme ça, voilà. Donc ça montre des effets quand même apparemment intéressants sur la santé neurobiologique sur des modèles animaux. La revue, donc celle-ci, montre qu'il n'y a pas de résultats positifs du jeûne intermittent à court terme sur des sujets en bonne santé. Donc ils ont testé sur des sujets malades ou des sujets en bonne santé. Des études cliniques montrent les avantages du jeûne intermittent pour l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques, pour les symptômes et l'évolution de la maladie. Les résultats d'études animales montrent des mécanismes par lesquels la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, les troubles du spectre autistique et les troubles de l'humeur et de l'anxiété pourraient bénéficier du jeûne intermittent. Voilà. Mais là, il me semble que ça marche sur des malades. Mais comme toujours, comme j'ai pu préciser au début,
sur des gens qui ont un vrai suivi avec un médecin. Il faut faire attention quand on ne faut pas faire ça tout seul. Oui, le jeûne intermittent, je pense à ça. Le jeûne intermittent, par exemple, le ramadan est un jeûne intermittent. Et il y a encore des études, enfin, il me semble, il y avait un documentaire Arte qui abordait la question du jeûne, et c'est encore en étude, on n'est pas, enfin voilà, il n'y a pas de consensus sur les bénéfices. Donc il manque quand même des études il manque des études longitudinales et des essais cliniques randomisés qui ouvriront une fenêtre sur les effets à long terme du jeûne intermittent sur le développement et la progression des maladies liées au cerveau. Alors là, on parle de situations où ce sont des personnes qui ont des maladies spécifiques. À aucun moment il n'est dit que ça nous rend plus intelligents. Enfin, j'ai fait un raccourci, mais il me semble que Salman nous dit littéralement. Alors attendez. Une découverte, d'abord, le jeûne séquentiel, ça rend intelligent. Voilà. Il a dit, j'ai pas fait de raccourci, il a dit, le jeûne séquentiel, ça rend intelligent. J'ai pas trouvé de preuve de ce qu'il avance. Voilà, il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Voilà, donc ne pas faire confiance à ce que vous voyez sur les internets, et certainement pas à quelqu'un qui est infirme à une heure de grande écoute, qui est médecin quand même, parce que si on regarde le docteur Salman, c'est un médecin, hein. Médecin et cardiologue. C'est un médecin cardiologue nutritionniste et chef d'entreprise français. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la santé et l'hygiène alimentaire et intervient régulièrement dans les médias. Bon, il n'a pas l'air d'être, il n'a pas l'air d'avoir consensus sur sa qualité de médecin. Il affirme beaucoup de choses. Lors de plusieurs prises de position, Frédéric Salman émet des recommandations alimentaires basées sur des études observationnelles. Bien que ce type d'études permette de mesurer des corrélations, par exemple entre comportement et état de santé, cela ne suffit pas à établir un lien de causalité et permet tout au plus d'aider à proposer des actions de prévention et non d'établir un traitement. Voilà, donc c'était l'histoire de ce buzz, qui a très vite été démonté, et ça c'est quand même super agréable, et j'ai quand même l'impression, voilà, quand ta référence c'est Passeport Santé, mais j'ai l'impression quand même que les gens avaient plutôt l'air de dire qu'ils racontaient n'importe quoi. Il y a un autre buzz récemment là, avec un peu de désinformation médicale qui est passé. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est notamment ce qu'a pu partager Booba. Alors je vais pas rentrer en détail dans le buzz que ça pouvait être, mais c'est pareil, c'est là ce qui est intéressant dans cette étude de cas, si on peut appeler ça une étude de cas, c'est que, enfin intéressant et en même temps pas très rassurant, c'est que cette personne a une notoriété, est suivie quand même par beaucoup de gens et partage de la désinformation médicale. Pourquoi ça pose problème ? Parce que quand on est suivi par 1,3 million de personnes, on se doit d'avoir une certaine éthique. Et surtout qu'en plus, ce qui est affirmé dans son poste, alors c'était notamment sur le lien entre le vaccin Covid et la maladie de Crohn, donc vaccin Covid Pfizer, la maladie de Crohn, il n'y a pas de lien établi. Sachant que la maladie de Crohn est une maladie à prion, c'est-à-dire qu'elle met plusieurs années à se développer.
Et donc du coup, le médecin, enfin la personne qui accuse Pfizer d'avoir rendu malade sa femme a développé la maladie de Crohn 2 semaines après s'être fait vacciner. Donc c'est pas possible. Même en accélération, enfin voilà, il y a des. Je pense que si ça vous intéresse le sujet, Check News, ils ont fait un debunk sur le sujet. C'est celui-ci. Je veux pas trop rentrer dans le détail. Je pense que je fais un peu le lien avec ce qui s'est passé avec Salman. Mais en fait, le Covid étant encore un sujet un peu sensible, je pense que pour l'instant, j'ai pas envie de rentrer dans un sujet polémique. C'est toujours très compliqué de faire de l'esprit critique sur un sujet aussi récent. Et qui a encore beaucoup de débats, enfin qui amène les vaccins en général amènent quand même pas mal de débats. Mais pour conclure un peu sur la question de la désinformation médicale, en fait aujourd'hui la médecine, c'est un peu la première entrée en sciences en général de la vulgarisation scientifique, puisque ça nous concerne tous. On l'a bien vu avec le Covid. Il y a beaucoup de gens qui, forcément, on s'inquiète, on se pose des questions, notre santé est mise en danger. Des gens qui pensent que le vaccin va mettre en danger notre santé, à raison. Il y a eu des problématiques dans le passé qui font que ça peut nous amener à penser ça. Pour autant, il faut quand même faire très attention à toute la désinformation qu'il y a pu y avoir. Si on reprend notre histoire de pyramide, notre pyramide de notre référentiel et notre pyramide de la confiance, je vais l'appeler comme ça, le cas du docteur Raoult, qui est finalement très seul dans son discours et qui a porté un discours seul, n'est pas un relais de confiance. On ne peut pas faire confiance à une seule personne, malgré qu'il ait été reconnu à un moment donné dans son domaine. Ça n'empêche qu'il y a des gens qui ont des prix Nobel et qui aujourd'hui ne sont plus reconnus, enfin en tout cas ont des propos non scientifiques et remettent en question le réchauffement climatique et remettent en question des consensus scientifiques. Donc il faut faire super attention à ce sujet-là. Du coup aujourd'hui l'idée c'était, je vais bientôt clore cette revue de presse. C'était surtout en fait tester un nouveau format. L'idée d'aujourd'hui c'était tester un nouveau format un peu plus en lien avec une actualité, enfin ce qu'on peut voir dans les médias ou ce genre de choses, et des affirmations qui peuvent être faites. Alors je sais que souvent les sujets qui peuvent être portés dans les médias, ça touche soit à la médecine, aux questions de santé, soit aux questions de changement climatique. Mais je pense l'idée ce serait d'essayer de trouver des sujets qui font un peu le buzz, etc. Et d'aller en fait un peu chercher l'information et essayer de comprendre en quoi scientifiquement ces affirmations peuvent poser problème, pourquoi elles posent problème ou pas. D'où vient l'information, essayer de comprendre, essayer de remonter progressivement le fil de l'information et essayer de développer un petit peu, comme on dit, notre esprit critique ensemble. Je pense que l'idée c'est un peu d'apprendre ensemble à bien traiter l'information. Et peut-être que cette revue de presse évoluera. Je sais pas trop encore comment est-ce je vais la travailler, mais là c'était un peu un test. Et puis on voit souvent des buzz sur les réseaux sociaux, donc je pense que je pourrais me nourrir de pas mal de choses. J'ai vu en plus encore récemment, je pense pas que j'aurai le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'ai pu voir récemment des revues, des magazines de sciences relayer des informations fausses. C'est comment est-ce qu'on... comment se fier, à qui se fier, pourquoi, et on se fierait à telle ou telle source, ou à telle ou telle source d'information, etc. Quand je parle
Quand je parle d'un magazine de science qui a relié un truc faux, c'est Futura qui a relié, il faut que je la retrouve, l'info comme quoi il y aurait ils auraient trouvé, ils font pas mal de fouilles pour presque trouver le tombeau de Cléopâtre, et ça a été débunké il y a pas très très longtemps. Et en fait, ils surfent sur ils l'ont peut-être supprimé. Hein. Je pense que c'est Futura. Je vais chercher tombeau. Ah, voilà. Et ça date de... Bon, déjà, quand il n'y a pas de date, je me méfie toujours. Ouais, pas de date. Bref, ils l'ont publié, je crois, sur Twitter. Et en fait, c'est de la communication, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Et les théories sur le lieu où se trouve la tombe de Cléopâtre, c'est pas du tout ici, quoi. Donc, en fait, comment on fait quand on pourrait potentiellement croire, alors je dis pas que Futura est très fiable, hein, mais potentiellement croire à une actualité scientifique parce que ça vient d'un magazine scientifique, on fait pour... Oui, exactement, il y a la chaîne de YouTube Les Revues du Monde qui a fait une vidéo en 2 parties sur le sujet, super intéressant. Tout à fait, Wemgy, c'est celle-là, pour moi c'est cette vidéo qui a la débunké, je peux la mettre. Et ils ont vraiment mené l'enquête, et c'est celle-là. Je l'ai regardée en entier, hein, promis. Voilà. Et en fait, ça pose vraiment problème que des magazines tels que celui-ci surfent sur le buzz, quoi. Bon. Donc voilà, j'essaierai de choper des infos intéressantes. Si je vois passer des trucs, etc., je me ferai un plaisir de vous repartager, de faire une revue de presse sur le sujet. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire à chaque fois, et puis voilà, ça va me permettre d'apprendre plein de choses. Du coup, juste avant qu'on se quitte, je vous rappelle que la semaine prochaine, j'accueille Pierre Marty de Centrale Nantes qui viendra discuter avec moi, donc ici derrière, dans mon canapé, dans le canapé d'Écosciences. On viendra parler de décarbonation du transport maritime. Parce que si vous ne le saviez pas, 90% des marchandises du monde sont transportées par la mer. Et que le transport maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre du monde. Bon, on l'appelle Oscar. Le squelette. Je sais pas, peut-être qu'un jour il dit... Enfin voilà, le décor a peut-être été amené à évoluer, donc on verra. Ouais, je sais, hyper importante. Non, après, ici, en général, quand on cherche des noms pour des trucs, on brainstorm le midi, etc. À la pause café, on brainstorm sur les noms d'émissions, hein, sur les noms de projets, etc. Donc peut-être on devrait brainstormer sur le nom du squelette. C'est peut-être une belle idée. J'y penserai. Donc en tout cas, jeudi prochain, 15h, en direct du canapé, Pierre Marty, Centrale Nantes, directeur de recherche du cluster Cargo. On parlera de décarbonation du transport maritime et des solutions qui sont envisagées. Voilà. Donc j'espère que vous nous viendrez nous voir, ça nous ferait très plaisir et qu'on pourra discuter ensemble. Et la semaine suivante, j'accueillerai Nicolas Mogold, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire de planétologie et de géosciences.
à Nantes. Et on parlera de Mars et de l'exploration martienne. Et comme vous pouvez le constater, c'est la nouvelle charte graphique de notre chaîne Twitch, avec notre superbe logo de l'eau dans le gaz, réalisé par Camille Leclerc, notre chère illustratrice, qui est devenue presque notre illustratrice attitrée. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là, ça fait toujours très plaisir que vous soyez présents et puis qu'on interagisse, c'est toujours hyper intéressant. Et moi, c'est toujours un plaisir de faire cette revue de presse, de la préparer, de la faire, d'être en direct avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, 15h, pour accueillir Pierre Marty. Et puis on se retrouve pour ceux qui viennent que pour la revue de presse le mois prochain. Et puis oui, c'est l'heure du goûter. Je vous souhaite donc un super goûter. Et puis une bonne fin de journée, une bonne après-midi, tout ça. Enfin voilà, que des bonnes choses. Voilà, bye bye, à la prochaine.